En 2022, Manon Meunier est élue au second tour au nom de la NUPES à seulement 26 ans. La candidate LFI l'a emportée face au macroniste Geoffrey Sardin avec 52,1% des suffrages. Elle se représente au nom du nouveau Front populaire et elle devra affronter 4 autres candidats. Le Rassemblement national sera représenté par son président en Haute-Vienne, le conseiller régional Albin Fréchet. En 2022, il avait frôlé la barre des 20% des voix et raté la qualification au second tour pour moins de 300 suffrages. Il compte cette fois sur la dynamique de Jordan Bardella pour gagner la circonscription. La droite sera représentée comme en 2022 par Gilles Toulza. Il n'avait obtenu que 10% des suffrages. L'adjoint au maire de Couzex, vice-président de Limoges Métropole, se présente au nom de l'alternative républicaine et peut profiter de l'absence de candidats de la majorité présidentielle. 2 autres candidats se présentent. Daniel Mournetas pour Lutte ouvrière, il avait obtenu 1,6% des voix il y a 2 ans, et Zora Radjetti pour Debout la France. La 3e circonscription de la Haute-Vienne et les propositions des candidats, c'est sur France 3 et sur France Bleu. Avec moi, Jérôme Edan, rédacteur en chef de France Bleu Limousin. À nos côtés, Gilles Toulza, adjoint au maire de Couzex, vice-président de Limoges Métropole, on vient de l'entendre, candidat pour l'alternative républicaine. Albin Fréchet, chef de file du Rassemblement national en Haute-Vienne. Manon Meunier, la France Insoumise, députée sortante, candidate pour le nouveau Front populaire. Première thématique de ce débat, elle nous concerne tous, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Gilles Toulza, on va commencer avec vos propositions pour l'alternative républicaine. Qu'est-ce qui peut redonner immédiatement, rapidement, du pouvoir d'achat aux Français? Quels sont pour vous les leviers essentiels? Alors, je vais vous donner une réponse à 2 niveaux. J'ai interviewé hier soir un patron d'une PME, qui est un ami, une manufacture ouvrière, d'une 50aine de salariés. Pour lui, le SMIC à 1 600 € de Manon Meunier, c'est un impact direct de 300 000 € en année pleine. C'est moins que le profit de sa boîte et largement moins. Pour lui, c'est un impact sur la hausse du prix du produit fini. Pour lui, ce sont des frais fixes qui sont au moins identiques, voire supérieurs, parce que les salaires qui sont déjà au-dessus du SMIC vont être augmentés et vont moins bénéficier d'exonération de charges. Donc, au final, pour lui et pour tous ses salariés, c'est un gain factice, puisque forcément, les prix des produits qui vont augmenter par les prix des salaires seront corrélés à toutes ces hausses. Or, ce n'est pas cette solution qui est la bonne, en tout cas, pour donner du pouvoir d'achat aux Français. Quelle solution ? Eh bien, je pense que d'autres solutions sont possibles, comme nous l'avons évoqué dans notre document de campagne. C'est bien sûr le maintien d'une défiscalisation des heures supplémentaires avec une exonération totale de charges patronales et salariales. Et c'est au cas par cas, selon les opportunités et la possibilité des entreprises de permettre la conversion des RTT en salaire. Bien sûr, il y a d'autres sujets. L'un, c'est peut-être de regarder la taxe, et notamment la taxe sur la taxe, comme dans les énergies. Et quand on parle de ça, on parle de la TICPE. Et puis, je voudrais dire aussi que le SMIC à 1 600 € de Mme Meunier et celui à 1 500 € de M. Delautrette sur la 2e circonscription, c'est un peu curieux qu'à quelques kilomètres d'intervalle, nous n'ayons pas la même valeur de proposition du SMIC. Je pense qu'ils se mettront peut-être d'accord s'ils étaient élus pour une valeur médiane à 1 550 €. Madame Meunier, vous l'entendez que ce SMIC revalorisé puisse mettre en difficulté les petites entreprises ? Alors c'est bien parce que M. Toulza finalement vient de passer la moitié de son temps à démonter nos propositions plutôt qu'à en avoir, puisqu'en effet, ça fait maintenant 2 ans que la majorité présidentielle que vous représentez ici avec Emmanuel Macron détruit le pouvoir d'achat des Français. En effet, le SMIC à 1 600 € net, il représente l'alternative républicaine avec l'alliance d'Emmanuel Macron. Avec l'alliance d'Emmanuel Macron. Et donc, effectivement, ce SMIC à 1 600 € net, il faut que nous recréions le dialogue social qui a disparu grâce justement à M. Emmanuel Macron depuis maintenant 7 ans pour pouvoir l'établir. On ne peut pas laisser les agriculteurs, par exemple, sur le bord du chemin, ni les petits commerçants. Et il faut pouvoir mettre en place une caisse de péréquation pour faire contribuer les plus grandes entreprises qui aujourd'hui engrangent des milliards de profits à ces petits commerçants, ces petits agriculteurs, parce qu'aujourd'hui, nos salariés agricoles méritent d'avoir un SMIC à 1 600 € net. Ils font vivre notre territoire, M. Toulza. Et je pense qu'il faut revaloriser, c'est la première
des mesures du pouvoir d'achat dont nous avons besoin aujourd'hui, effectivement, elle est sur les salaires. Et c'est la revalorisation des salaires en entier. Mais si vous souhaitez mettre en place ce système de péréquation, ça ne peut pas se faire d'un claquement de doigts. Et pourtant, la proposition d'un SMIC immédiat à 1 600 €, elle est inscrite comme ça. Donc comment le financer dans un premier temps pour redonner ce pouvoir d'achat immédiat aux petits salaires ? Alors tout à fait, ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est pour ça que je parle du dialogue social. On a besoin de rétablir ce dialogue social, de convoquer les filières, de convoquer les syndicats pour que ce soit réalisable. Et ensuite, on sait qu'il y en a des profits dans ce pays. Moi, la deuxième mesure que je propose et sur laquelle je travaille depuis maintenant 2 ans aussi à l'Assemblée nationale, c'est l'encadrement des marges de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Aujourd'hui, vous avez les agriculteurs sur les ronds-points qui nous disent que leur prix stagne à l'achat, alors que dans les supermarchés, vous avez des prix qui explosent. Parce que M. Emmanuel Macron et le Rassemblement national ont refusé de voter pour l'encadrement des marges de la grande distribution que nous proposions. C'est tout à fait vrai. Vous irez vérifier sur le site de l'Assemblée nationale. Donc, maintenant, il est temps de changer de paradigme et d'aller chercher l'argent là où il est. Et au niveau de la grande distribution, en l'occurrence, il y en a. Il faut bloquer les prix, donc. Concernant l'agriculture ou concernant pour le consommateur? Tout, vous disiez c'est faux à madame. En tout cas, en ce qui concerne le revenu agricole, le but c'est de l'augmenter sans augmenter le prix final pour le consommateur. Donc autrement dit, d'avoir un encadrement des marges, mais pas un prix plancher, parce que celui-ci amènerait forcément, sans encadrement des marges, à une augmentation des prix pour le consommateur. Or, je défends également le pouvoir d'achat. La politique de Jordan Bardella sera en 2 temps. Le temps de l'urgence et le temps de la réforme. En ce qui concerne le temps de l'urgence est le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que nous devons, dans les 100 premiers jours du gouvernement Bardella, proposer des mesures concrètes aux Français pour qu'ils voient diminuer le prix sur la facture. Donc vous, c'est la TVA, l'action sur la TVA avant tout. Ce que nous proposons, c'est au niveau de l'énergie, de baisser la TVA sur le prix de l'énergie, que cela soit le gaz, l'électricité ou le carburant, afin de redonner immédiatement du pouvoir d'achat aux Français. Ils en ont grandement besoin. Parce que la France, je vais vous dire, est un des pays les plus taxés au monde. Et pourtant, on a de sérieux problèmes de redistribution des richesses. On le voit dans les services publics, il en manque. Également dans les aides sociales, on a une petite retraite en quantité phénoménale. Et je pense que la solution de la taxe n'est plus une solution actuelle. Et que maintenant, il s'agit de redonner l'argent aux Français, de rendre l'argent aux Français en baissant les taxes. Autre chose, il faut laisser la possibilité aux employeurs d'augmenter leurs salariés de 10% dans la limite de 3 fois le SMIC en ce qui concerne le salaire pour redonner du pouvoir d'achat. Et cela permettra d'avoir aussi la flexibilité nécessaire pour l'entreprise. Parce qu'il est vrai qu'un SMIC à 1 600 €, c'est imposé à tout le monde. Et d'ailleurs, cela ne concerne que ceux qui sont actuellement au SMIC et cela ne concerne pas du tout les classes moyennes. Nous, notre proposition que nous faisons permet d'augmenter l'ensemble des salaires des Français sans mettre le couteau sous la gorge aux TPE, PME qui constituent le principal tissu économique de notre pays. C'est-à-dire que cette augmentation se ferait sans charge patronale ? Absolument, ceci sera défiscalisé, il n'y aura pas de charge salariale ou patronale sur cette augmentation. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'un salaire résulte d'une négociation salariale entre le salarié et l'employeur. Le salarié pourra aller voir son patron avec notre loi en disant « Bon, écoute, tu m'augmentes de 100 €, ce sera 100 € dans ma poche, toi tu ne paieras pas plus ». Et ça, c'est nettement avantageux, à la fois pour l'employeur, à la fois pour l'employé. C'est un système gagnant-gagnant. Alors, moins de TVA, des charges qui sont réduites, comment on finance tout ça, Albin Fréchet? Parce que ça coûte. Vous dites qu'il y a trop de taxes, mais en même temps, ce sont les recettes de l'État et des collectivités. Alors, je tiens à vous dire que si l'employeur augmente de 10% le salaire, il paiera toujours la même quantité de charges. Donc, déjà, là-dessus, il n'y a pas de financement à avoir. C'est statu quo. Ça n'a pas un coût pour l'employeur. Et la TVA, c'est un gros manque à gagner, la TVA. En ce qui concerne le financement de la TVA, nous prévoyons des économies substantielles en luttant contre la fraude, que cela soit la fraude d'en haut pour les plus riches ou la fraude d'en bas pour les plus pauvres, la fraude aux aides sociales par exemple. Est-ce point important que la fraude ? Nous avons M. Charles Prats, qui est candidat de l'Union de la droite, à double étiquette LR-RN, qui est un des spécialistes de cette fraude, de cette lutte contre la fraude sociale. Il estime à peu près à 50 milliards d'euros le gain que l'on pourrait faire. Il y a également sur l'immigration, et nous y reviendrons, je pense, plus tard dans le débat, sur laquelle nous pouvons faire des économies. D'après la revue Contribuables et Associés, cela coûte environ 50 milliards d'euros par an. Qu'est-ce qui coûte 50 milliards dans ce... L'immigration, d'après la revue Contribuables et Associés, parce que nous avons des personnes qui viennent sur notre territoire pour des raisons économiques et pour bénéficier de notre système social. Or, la France n'a pas à être le guichet social de l'Afrique. Non, je voulais dire qu'en matière de pouvoir d'achat, c'est encore un petit mot à l'encontre, effectivement, de ce qui s'est passé très récemment
sur l'abattoir de Limoges. Madame Meunier, je vous ai vu amener des croissants aux grévistes avant-hier. Et celui qui est allé régler le problème hier matin, et d'ailleurs le journal Le Populaire que j'ai sous les yeux aujourd'hui, qui a permis de lever le piquet de grève, c'est celui qui le gère, c'est-à-dire c'est Limoges Métropole, en la personne de son président et de ses représentants. Et là-dessus, peut-être vous avez aidé par vos croissants à ce qu'il y ait une prise de conscience, mais je crois que là-dessus, c'est quand même les gens qui sont aux affaires qui ont réglé le problème. Et c'est pas vous, Madame Meunier, avec votre intervention un petit peu démagogique, excusez-moi. On va lui reprocher de les défendre. Si je peux répondre, effectivement, c'est pas moi qui ai réglé le problème, puisque ce n'est pas moi qui suis gestionnaire de l'abattoir. Donc le problème a été réglé par les vrais gestionnaires. Le problème n'a pas été réglé par M. Guérin. Il était hier matin. Laissez-moi répondre, M. Toulza. Il a été entretenu par M. Guérin depuis maintenant des années où il n'y a pas eu d'investissement suffisant. C'est pour cela que je suis allée soutenir effectivement les salariés de l'abattoir, qui est ici un abattoir public de grande importance pour notre territoire d'élevage limousin. Et effectivement, M. Guérin n'investit pas suffisamment depuis maintenant des années et a subi la pression syndicale qui, enfin, lui a fait débloquer. Mais il reste encore un point, On pourrait en discuter parce que... Il reste encore un point, c'est qu'il y a encore 110 heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées. On pourrait en discuter parce que sur les investissements, je pense que s'il n'y avait pas eu M. Guérin et Limoges Métropole dans les mois écoulés, on aurait sans doute perdu encore du tonnage. On aurait encore perdu du tonnage. On aurait encore perdu du tonnage. Et je crois que justement, la solution, elle a été permise par une action très volontariste. Vous n'avez pas tenu le rapport de force avec les filières de l'agro-industrie que sont Terea, etc. Vous n'avez pas réussi à leur faire payer la taxe. Il a fallu que ce soit les salariés et les délégués syndicaux, que je remercie d'ailleurs de s'être mobilisés, pour mettre la pression suffisante à M. Guérin pour qu'il lâche. Donc, en tout cas, le piquet de grève, il a été levé par le travail de ceux qui en sont les cette victoire qui est celle des salariés. On revient à notre débat et aux législatives avec la deuxième thématique de ce débat, c'est l'environnement. L'environnement au cœur du débat avec vous, hein, Manon Meunier, c'est un de vos chevaux de bataille. Comment on va concilier les parcs éoliens et les associations de défense de l'environnement qui, de manière paradoxale, sont parfois opposées ? C'est le cas à Maillac-sur-Bénèze en ce moment, enfin depuis 2 ans. Tout à fait. C'est une vraie question parce qu'en effet, aujourd'hui, on est sur un marché de l'énergie qui est totalement privé. Et en fait, il y a une loi contre laquelle je me suis battue, un projet de loi d'accélération des énergies renouvelables qui avait été mise sur la table par M. Emmanuel Macron, qui aujourd'hui a voulu accélérer pour accélérer justement cette privatisation et accélérer l'implantation d'éoliennes sans concertation, sans planification avec le territoire. Ce qui crée effectivement des grosses divergences parce que vous avez une forte concentration des éoliennes au même endroit. En Haute-Vienne, on le voit, hein, c'est principalement effectivement sur la 3e circonscription que ça se passe. C'est sans concertation citoyenne aujourd'hui. C'est effectivement à l'encontre parfois d'associations de défense de la biodiversité et des paysages. Et tant qu'on ne rentrera pas dans une planification publique avec un véritable service public de l'énergie, on restera toujours sur ces questions. Et si on demande l'avis de la population, en général, c'est non. Parce qu'il n'y a aucune planification et qu'effectivement, il faut qu'on fasse aussi en fonction des besoins du territoire et qu'on a une solution et qu'on a une solution effectivement qui a été d'ailleurs pointée du doigt par l'ADEME. On serait aujourd'hui capable de fournir énormément d'énergie si on commençait à mettre des panneaux solaires sur les toits. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne fait pas parce qu'effectivement, Emmanuel Macron trouve que ça rapporte moins d'argent que les éoliennes et aux entreprises privées qui les portent. Les éoliennes, pardon, oui, Albin Fréchet. Vous, c'est plutôt carrément non, c'est même pas de concertation sur cette implantation d'éoliennes dans des territoires comme la 3e. Il faut un moratoire sur l'ensemble des énergies renouvelables, parce qu'actuellement, nous faisons n'importe quoi. Nous installons des éoliennes partout, nous installons des champs de photovoltaïque partout, nous consommons ainsi des terres agricoles. Donc les terres agricoles ont des vocations énergétiques et non plus alimentaires, ce qui est absolument scandaleux et ce qui menace notre souveraineté alimentaire. Donc pour les éoliennes, il est clair qu'on ne construira plus une seule éolienne avec le gouvernement Bardella. On mettra un terme associé, on mettra un terme aux subventions publiques parce qu'on considère qu'en France, nous avons l'héritage de 2 sources d'énergie, de l'héritage du général de Gaulle, que sont le nucléaire et les barrages. Les barrages, on connaît bien en Limousin, et le nucléaire, on a une centrale à Sio pas très loin, c'est quelque chose que nous maîtrisons. Nous avons été un des leaders mondiaux en termes de nucléaire, et je pense que c'est une filière qui sera génératrice d'emplois, et actuellement, on pourrait travailler la recherche et le développement sur le recyclage des combustibles nucléaires afin de les réutiliser, ce qui nous permettrait d'avoir une souveraineté totale sur cette énergie-là.
En ce qui concerne l'écologie, je tiens quand même à rappeler que la France est un des meilleurs élèves au monde en termes d'écologie. Il n'y a rien sur votre programme par rapport à l'écologie d'ailleurs. Si, il y a beaucoup de choses, je vais vous le dire. La France est un des meilleurs élèves au monde en termes d'écologie et on nous en demande toujours plus aux Français. Moi, je pense qu'il faut déjà arrêter l'écologie punitive. Vous savez, cette écologie-là où on dit « Oh, il y a un problème écologique, on va mettre une taxe ». Ça se voit notamment sur le carburant. Emmanuel Macron a mis 2 taxes sur le carburant au cours de ces différents mandats. Allons au-delà du carburant. Pour augmenter le prix du carburant dans le but de réduire nos émissions de carbone. Ce que nous proposons en termes de baisse d'émissions de carbone, c'est déjà de relocaliser l'activité. Parce qu'il faut savoir que la production de carbone de la France est due pour moitié à nos importations. C'est-à-dire que nous faisons venir du poulet du Brésil, nous faisons venir du bœuf aux hormones du Canada, nous faisons venir du lait de Nouvelle-Zélande et on nous explique que c'est pas possible de produire ça en France. C'est ce qu'a expliqué monsieur Bardella hier soir dans le... Ce sont les traités de libre-échange. Et on ne va pas me dire que cela n'émet pas de CO2 de les faire venir par bateau. Et attends, je peux terminer sur l'environnement, puisque vous dites que je n'ai pas de programme. Je suis en train de vous expliquer, vous me coupez. Et je pense que la filière de l'hydrogène est une filière sur laquelle il faut investir pour trouver la ressource, stabiliser cette ressource et enfin développer cette technologie. Monsieur Toulza, vous êtes en retard. Je vous remercie. Je suis d'accord. Monsieur Fréchet vient de dire qu'il est d'accord avec le gouvernement qui tardivement relance un plan nucléaire. Je pense que c'est une bonne chose. Moi, je voudrais quand même parler de cette circonscription. Alors, on parle d'éolien, on peut parler aussi d'agrivoltaïque, un peu de biogaz également. Alors, c'est souvent aujourd'hui une ressource essentielle pour les propriétaires fonciers, mais aussi pour les collectivités, les bourgs et les petites collectivités du Nord-Haute-Vienne qui ont été soulignées tout à l'heure. Par contre, nous devons respecter des engagements. Ce sont ceux des collectivités au Limousin en marche, Gartempe-Saint-Pardoux et Élan, qui ont décliné des plans d'implantation. Ça s'appelle un PCAET. Ceci, ça doit être respecté et pas être prescriptif. Un plan climat, air, énergie, territoire. Ce sont les collectivités, ce sont les gens, les élus qui disent là on peut mettre des éoliennes, là on peut mettre du photovoltaïque. Je reviens sur le côté voltaïque parce qu'aujourd'hui les ombrières sont quand même très nombreuses et on a du voltaïque qui commence à se développer partout. Je peux vous montrer à Couzex l'évolution qu'il y a eu en 4 ans depuis que nous sommes dans le mandat en cours. Et donc ça doit être respecté parce que ce sont les élus de ces collectivités qui l'ont réfléchi et on ne doit pas les remettre en cause systématiquement. Bien sûr qu'il faut de la concertation avec des associations. Bien sûr qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Je voudrais revenir sur un deuxième sujet parce qu'on parle d'environnement. La pêche, la chasse, qui sont très souvent décriées, surtout par vous et vos amis, eh bien, sont pourtant de réels atouts pour le maintien de l'entretien de la biodiversité et des écosystèmes. Enfin, je vais finir ma propos. Je voudrais aussi que nous arrêtions de persécuter tous nos agriculteurs avec cette fameuse écologie punitive, souvent inadaptée, très inégalitaire, avec des produits qui viennent du reste du monde. Nos agriculteurs certains sont des travailleurs responsables et respectueux de la terre qu'ils cultivent. Madame Meunier, vous vouliez intervenir. Oui, merci beaucoup. Non, effectivement, c'est en fait votre majorité, Monsieur Toulza, et en l'occurrence l'alliance dans laquelle vous vous trouvez avec Emmanuel Macron aujourd'hui qui met à pied nos agriculteurs, effectivement, avec ces traités de libre-échange qui créent une véritable concurrence déloyale, en particulier pour l'élevage limousin et l'agriculture limousine de manière générale, où on est sur un modèle agricole familial. C'est votre famille politique, Monsieur Toulza, qui a mis ces traités de libre-échange sur la table. Et au niveau européen, Jordan Bardella n'arrive pas à faire en sorte que la majorité de l'extrême droite s'y oppose à ces traités de libre-échange. Donc finalement, nous sommes la première force et la seule force, si nous voulons effectivement nous opposer à ces traités de libre-échange injustes pour nos agriculteurs, mais qui font également reculer la réindustrialisation de notre pays, dont nous avons cruellement besoin à la fois pour les emplois et à la fois pour les thématiques d'écologie. Donc pour cela, il n'y a qu'une solution, c'est le nouveau Front populaire. Est-ce que je peux avoir quelques secondes? Oui, Gilles Toulza, alors toujours sur l'environnement, oui, absolument. Mais j'ai un point à dire qui est important sur le sujet. Alors, et ensuite, une petite question. Alors, je voudrais vous dire quand même que, parce qu'on parle de rural, mais pour l'urbain, à Limoges Métropole, moi je suis élu, on n'a pas entendu certaines injonctions ou réprobations pour s'occuper de sujets essentiels. Je parle de notre territoire en transition hydrique. Limoges joue un rôle de chef de file pour fédérer toutes les initiatives des chercheurs et d'entreprises qui sont souvent de très haute technologie, qui sont implantées sur les parcs techno, avec un objectif prioritaire, respecter le pacte national pour l'eau. C'est une obligation qui prévoit que nous réduisions nos utilisations et nos consommations d'eau de 25% dans les 15 prochaines années. C'est en local, c'est chez nous, c'est avec des chercheurs et des ingénieurs, c'est aussi national et ça va aussi à l'international. Nous sommes un territoire d'excellence pour ça. Alors,
je vais dire une phrase un peu méchante, ne nous bassinez pas avec des histoires qui concernent l'eau et ce que vous en pensez et la façon dont vous êtes comporté il y a quelques mois. Gilles Toulza, on parlait de l'artificialisation des terres agricoles avec le photovoltaïque. Il y a aussi justement pour l'expansion des communes, et je m'adresse à vous parce qu'en tant qu'adjoint au maire d'une commune de la première couronne de Limoges, c'est le zéro artificialisation, alors qui est très décrié parce que ça empêche l'expansion, et non seulement dans des zones urbaines comme Limoges, mais également dans des zones périurbaines à la campagne, absolument, pour le développement de communes plus rurales. Est-ce qu'il faut conserver cette zéro artificialisation? Alors, je vais employer un terme technique. Il y a un SRADET qui dit, entre 2021 et 2031, moins 50% de consommation d'urbanisation que ce qui s'est fait entre 2011 et 2021. Entre 2031 et 2041, moins 30% de plus, ça veut dire moins 65%. Et entre 2041 et 2050, moins 30% de plus, ça veut dire moins 85%. Et après, c'est zéro. Donc, il faut travailler sur les friches. Il faut sans doute avoir une vision un peu plus, on va dire, moins dogmatique de cette affaire-là, pour permettre effectivement dans la ruralité de donner du souffle. Je vais vous donner un exemple. Le SMIPAC à la Croisière, où on vient de réduire de 40 hectares la surface possible pour construire des entreprises. On parle du développement du Nord-Rosienne et on va empêcher le SMIPAC de créer des emplois. Où nous pourrions, bien évidemment, le parc d'activité de la Croisière. Donc je pense que j'ai des réponses tout à fait saines sur le sujet. Troisième thème de ce débat, l'immigration. Albin Fréchet, le RN, souhaite organiser, s'il arrive au pouvoir, un référendum sur ce thème. Quelles seraient les questions posées aux Français lors de ce référendum ? Alors déjà, les bases sur l'immigration, ceci nous pose un problème financier, c'est-à-dire que l'immigration coûte environ 50 milliards d'euros à la France net chaque année. Cela pose un problème sécuritaire parce que la 2/3, par exemple, de la délinquance dans le centre-ville de Marseille est due à des personnes d'origine étrangère. Les prisonniers, ça concerne aussi la prison de Limoges. Il y a un quart de prisonniers étrangers dans la prison de Limoges. Alors, ils ne représentent que 10% de la population. Donc, on a une surreprésentation. Et également, en termes d'identité, cela pose un problème, et notamment avec l'islamisation de la société. Et donc, ce que nous proposons aux Français, c'est avec l'article 11 de la Constitution, de leur proposer un référendum. Dans ce référendum, nous voulons mettre en place la priorité nationale. Parce que nous considérons qu'être français vous apporte un plus. Et il n'est pas normal que vous soyez français ou étranger, il n'y a pas de distinction, notamment au niveau de l'accession des aides sociales. On considère par contre que si un étranger a travaillé 5 ans en France sans interruption et à temps plein, il pourra bénéficier des aides sociales françaises parce qu'il est méritant, et on l'encouragera à continuer sa démarche pour l'assimilation et l'acquisition de la nationalité française. Ce que nous pensons, c'est qu'il faut supprimer l'attractivité économique de la France, en fait, en ce qui concerne l'immigration, parce qu'on subit majoritairement une immigration économique, une immigration sociale plutôt qu'une immigration économique. C'est-à-dire qu'on reçoit peu de personnes pour travailler ou étudier, mais beaucoup de personnes par le terme du regroupement familial. Et donc ce que nous réclamons, c'est le durcissement de ces règles de regroupement familial, qu'elles soient soumises à des conditions de revenus beaucoup plus strictes et qu'ils puissent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, parce que la France n'a pas à être le guichet social du monde entier. Gilles Toulza, il y a 7 mois déjà, donc 7 mois, ça ne date pas du ralliement d'Éric Ciotti au programme du Rassemblement national, les Républicains avaient lancé aussi une pétition pour demander un référendum sur l'immigration, avec là aussi, quelle idée, quel type de question? Est-ce que vous considérez, vous également, qu'il y a une islamisation de la France, qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que vous considérez également que l'immigration coûte des dizaines de millions d'euros? Albin Fréchet qui ne nous a toujours pas expliqué l'addition qui arrive à 50 millions d'euros. Vous nous avez dit de localiser le débat un petit peu, je voudrais le faire. Moi je vais vous dire, on est toujours entre de l'urbain et du rural, vous allez comprendre ce que je veux dire. Moi je crois qu'il faut redonner de l'espoir à une jeunesse souvent qui est en perte de repères. Dans ma délégation, moi à l'Aglo, l'enseignement supérieur et l'université, ça en fait partie. Si nous ne formions pas de nombreux étudiants étrangers, souvent des pays d'Afrique, Maghreb, subsaharien, eh bien, les possibilités de retour de ces étudiants formés permettront de mener des politiques dans ces États pour initier du co-développement. Et ça, je me rappelle parce que moi qui suis du centre, c'était cher à Jean-Louis Borloo qui n'a pas tout à fait été écouté au moment où il aurait dû l'être. Et ceci, ça permettrait le maintien de ces populations dans leur pays d'origine. Je ne vous dis pas qu'avec 8 milliards d'habitants sur la Terre aujourd'hui, on n'aura pas des problèmes, parce qu'on en aura forcément de l'immigration, notamment climatique, bien évidemment. Mais déjà, occupons-nous de ce que nous savons faire.
Après, je voudrais dire quand même qu'à l'inverse de M. Fréchet, pour bon nombre de métiers en tension, moi je travaillais dans le CFA du bâtiment il y a quelques mois encore, puisque je viens de m'arrêter. Il y a des services qui nécessitent d'accueillir des personnes qui veulent s'insérer par le travail dans le respect du pacte républicain et surtout dans la laïcité qui est la condition, enfin un élément essentiel de notre pays. Et puis je voudrais quand même finir sur une note positive parce qu'on parle d'immigration. Moi je voudrais dire quand même que si nous n'avions pas dans tous nos territoires ruraux une immigration anglo-saxonne et batave, hollandaise pour simplifier, sur toute une partie rurale du territoire, nul doute que nos bourgs et nos campagnes seraient encore en bien pire situation sur la désertification. Madame Meunier, pour le nouveau Front populaire, au contraire, il faut créer des voies légales d'immigration. Ça veut dire que sur la circonscription, on pourrait accueillir un centre d'accueil de demandeurs d'asile. Il n'y en a pas chez nous. Est-ce que ce serait un souhait que vous pourriez émettre ? Aujourd'hui, on a effectivement des métiers en tension. On parlait des abattoirs tout à l'heure. On a aussi les exploitations agricoles, le bâtiment, où on a énormément de travailleurs sans papier qu'il nous faut accueillir dignement et régulariser. C'est l'une des mesures que l'on porte parce que, en fait, si demain on enlève ces travailleurs, justement, les abattoirs pourraient être en péril, certaines exploitations, certains métiers du bâtiment. Et en fait, ce que l'on observe depuis maintenant 7 ans avec Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur et puis avec les votes alliés du Rassemblement national, c'est au contraire un renforcement d'une politique anti-immigration. Mais ça n'a jamais fait baisser la violence dans la société, Monsieur Fréchet. Au contraire, la violence continue à augmenter. Oui, parce qu'on continue d'accueillir des étrangers. Pourquoi la violence continue à augmenter alors que la politique immigrationniste est plus contrainte ? Eh bien parce qu'on ne règle pas le fond du problème. Et le fond du problème, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas nier effectivement l'insécurité qu'il peut y avoir, mais il faut regarder toutes les suppressions de postes qui ont eu lieu, par exemple, dans la police de proximité, quand M. Sarkozy était au pouvoir, et des suppressions de postes de médiateurs, notamment, qui se sont faits également à la mairie de Limoges avec vos collègues, M. Toulza. Et tous ces postes, aujourd'hui, tout retombe sur des associations quand M. Sarkozy que l'on regarde, était au pouvoir, c'était pas mes collègues à la mairie de Limoges, des Madame associations Meunier, que l'on regarde en demandant de gérer seule cette insécurité, alors qu'il nous faut une véritable police de proximité. Vous savez, moi, j'ai rencontré un gendarme dans le nord de la Haute-Vienne qui est capable de me dire justement, il me dit avec précision où se trouvent et quels sont les noms des agriculteurs qui sont en tension au bord du suicide, où sont les femmes qui sont victimes de violences, où sont les mamans qui sont isolées. C'est un gendarme de proximité qui va être capable de faire baisser la violence parce qu'il connaît les personnes directement. Nous avons besoin d'une police de proximité qui fonctionne de la même façon. Et vous manifestez entre-temps avec des personnes qui portent des pancartes, un flic, une balle, c'est ça ? Albin Fréchet, je reprends quelques-uns de vos termes. Islamisation de la société, violence liée à l'immigration, coût de l'immigration. Ce sont des choses presque plus fortes que les termes désormais un peu plus polissés de Jordan Bardella. Vous cherchez à séduire un électorat encore plus à droite de Reconquête ou autre sur cette circonscription. Pourquoi est-ce que vous allez sur ce terrain-là J'ai toujours eu un discours de vérité, de clarté vis-à-vis des Français. Je ne peux pas cacher les chiffres statistiques. S'il y a 25% d'étrangers en prison, alors que ça représente 10% de la population française, les chiffres sont trop simples pour leur faire dire des conséquences ou des causes comme ça. Et nous accueillons sur notre territoire des personnes qui ne viennent pas pour travailler, qui ne viennent pas pour respecter nos règles, qui ne viennent pas pour respecter notre culture, mais au contraire pour imposer la leur. Et donc cela, nous n'en voulons pas. Nous voulons que C'est la majorité des flux migratoires qui sont dans cette optique. Moi, je pense qu'il y a une partie de l'immigration que nous devons conserver parce que celle-ci souhaite s'assimiler, souhaite devenir française, souhaite travailler, souhaite acheter une maison, souhaite continuer à vivre en France en respectant la loi, et une autre proportion de la population d'origine étrangère qui, elle, souhaite au contraire nous imposer sa vision des choses. Et moi, je ne veux que mon pays reste celui qu'il a été, que nous avons toujours connu, un pays qui respecte les femmes, un pays qui respecte aussi l'identité locale. Vous votez toujours contre les femmes au Rassemblement national. Le pays des Lumières. Et donc,
étayer votre propos? Sur les femmes, alors d'entendre le Rassemblement national dire qu'il vote pour les femmes, c'est quand même un petit peu cocasse. Vous soutenez des islamistes quand on sait, par exemple, qui sur les 2 dernières années. Je pense qu'on n'a pas de Récemment, leçon de morale à c'était donner mon avec vos collègue soutiens Fabien vers Roussel, l'islamisme. collègue communiste Fabien Roussel, qui a mis en œuvre un projet de loi, une proposition de loi pour faire en sorte d'indemniser davantage les femmes qui souffrent du cancer du sein. Et le Rassemblement national a voté contre. Mais il y a de nombreux autres exemples qui montrent, en l'occurrence, que effectivement, vous avez une obsession qui est celle de l'immigration. Vous avez voté avec Gérald Darmanin ces lois On l'a même renforcée, sont cette loi. inutiles. Allez, c'est la fin de ce débat. Des frais supplémentaires pour l'État. C'est la fin de ce débat. La conclusion, vous venez de la donner, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle les candidats qui se présentent sur la 3e circonscription de la Haute-Vienne. Manon Meunier pour le Nouveau Front Populaire, Gilles Toulza pour l'Alternative Républicaine, Albin Fréchet pour le RN, Daniel Mournetas pour Lutte Ouvrière et Zora Radjetti pour Debout la France. C'est la fin de ces débats. Merci de les avoir suivis sur France 3 et sur France Bleu. Vous les retrouverez bien sûr sur notre site internet. Allez voter dimanche. Bonne soirée. Merci à vous.